une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Un grand retour aujourd'hui. Un grand retour de Gabriel Nadeau-Dubois qui a été notre invité numéro 2, épisode numéro 2. Un grand podcast, on était au sommet de notre art dans ce temps-là. Pour vrai, je peux pas réécouter ces épisodes-là, ça serait trop douloureux. Allez pas l'écouter non plus. Et on l'a reçu aussi, il y a quand même 4 ans, épisode 98. Alors, 96. Donc, c'est un grand plaisir de le recevoir. Fait que là, on a fait un bon update. Beaucoup parlé de lui, en fait, puis du parti de QS, mais tu sais, Gabriel, depuis qu'on l'a rencontré, ben, il y a eu un enfant, il va en avoir une deuxième bientôt. Et puis, ben, la conciliation, travail de députés, travail de politiciens, famille, comment ça se passe. On a parlé aussi de l'enjeu politique du Québec, comme l'immigration, comment on concilie indépendance, immigration. Et on a parlé des récents tumultes de QS qui ont eu lieu au printemps passé. Petit retour là-dessus, comment va le parti, comment lui a pris ça, les changements pour le futur, c'est quoi la direction de ce parti-là. C'était vraiment super passionnant, intéressant. Un gars d'une intelligence remarquable. Ouais. Toujours un plaisir. Vraiment, c'est toujours le fun de prendre du temps dans des conversations comme ça. Juste le segment qu'on a fait durant ce podcast-ci sur l'immigration, justement, c'est, tu sais, moi qui suis la politique quand même beaucoup, on n'entend jamais des conversations aussi longues et aussi nuancées sur la question de l'immigration, qui est une question tellement essentielle et tellement importante, mais aussi ô combien complexe. Puis c'est le fun de prendre le temps avec Gabriel, qui est aussi, je crois que c'est vraiment un format qui se prête bien à lui, parce qu'il est capable de bien exprimer sa pensée et toutes les nuances des sujets qu'il aborde. C'était une super conversation, donc on espère que vous allez aimer ça autant que nous. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped qui ne cessent d'innover. On vous parle aujourd'hui d'un nouveau produit, le Chairman Pro, qui est le luxe d'un rasage professionnel, mais jusqu'à chez vous. Dom, parle-moi du Chairman Pro. Chairman Pro vient avec 2 types de lames, un à 2 têtes en fait, une à 4 lames. C'est ce qu'on voit ici pour un rasage de près et en douceur, et une autre ici qui est la tondeuse à barbe pour un entretien net et soigné. Et ce qu'on a aussi, c'est un verrou de précision. En fait, ici, tu vois, on voit la tête pivote pour suivre les courbes de votre visage, et on peut aussi le verrouiller pour qu'il soit plus ferme, dépendamment de vos préférences. Et on a aussi une autonomie de 75 minutes. Fait que vous pouvez en faire des rasages en 75 minutes ou prendre vraiment votre temps. Tu sais ce qui est gossant? Tout le temps recharger toutes nos affaires, tout le temps. Wow. T'es tout le temps en train de changer la plug de rechargeage pour une autre affaire Bluetooth, puis tes écouteurs, puis ton affaire. 75 minutes, ça permet beaucoup de rasage. That's it, c'est le best. Fait qu'on a un code promo, PH? Yes, on a un code promo, c'est le Sans Filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Et on vous invite à utiliser le code promo parce que ça indique à Manscaped que c'est nous qui vous envoie. Donc c'est bon pour tout le monde. Vous sauvez de l'argent. On est content. Manscaped sont contents. Bon rasage. Ça roule. Ah, c'est sensible cette affaire-là. Salut Gabriel, merci d'être là. Ça fait plaisir. Je regardais, c'est quand les dernières fois qu'on t'a reçu, puis ça commence à dater, là, parce que premièrement, t'étais notre 2e épisode. Ouais. Voilà 6 ans. L'épisode numéro 2. Après, on a fait le numéro 1 avec Lisanne Nadeau, numéro 2 avec Gabriel Nadeau-Dubois. Quand même un bon grand écart. Un bon line-up de Nadeau. Ouais, c'est ça. C'était ça le concept initial, jusqu'à temps qu'on manque de Nadeau. L'épisode 3, t'es comme, bon, là, on sait plus, le concept fonctionne plus. Puis après ça, l'épisode 96, qui est là 4 ans. Mm-hmm. Gros 4 ans depuis l'épisode 96. On est rendu au combienième, là? 270 à peu près. Ouais. Mais on dirait que c'est dans un autre monde. On dirait que c'est dans une autre époque. Comment les derniers 4 ans, comment tu les vois quand tu les regardes maintenant? J'ai à la fois l'impression que c'est passé très vite,
Mais j'ai aussi l'impression que ça fait, que ça fait une éternité, moi aussi. Là. Ouais. Bon, d'abord, sur le plan politique, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais aussi sur le plan personnel, pour moi, là, c'est des années de la vie. Tu as eu un enfant. Où on change beaucoup. Dans mon cas, ça a vraiment été beaucoup B majuscule. Là. Je suis devenu papa. J'ai appris à cette nouvelle réalité-là, conjuguée aussi avec le travail, l'engagement politique, la vie familiale. Pas n'importe quel travail quand même. Là. Exact. Puis là, je vais en avoir même un deuxième dans quelques semaines. Donc, c'est sûr que c'est 4 ans où beaucoup de choses ont changé. Ouais. On a changé physiquement aussi, messieurs. Vous avez l'air plus jeune. Ouais, c'est ça qu'on pense. C'est ça que plus on se regarde, on regardait justement Doom qui était comme rasé. Puis le 4 ans, c'est comme un autre look. Là. 4 ans qui, tu sais, le corps accumule les cicatrices du temps, là, puis à amener, faut juste s'y faire. Faut juste accepter ça. Ouais. Puis faire, OK, j'ai des spots dans la barbe maintenant. Clair. Genre, je vais avoir des spots dans la barbe toute ma vie. Ouais, puis la paternité, c'est ça. C'est la fin du sommeil paisible pendant quand même une bonne année et demie. L'activité physique prend le pas aussi un petit peu. Là. On essaye de tout faire en même temps, mais maintenant aussi, il faut faire des choix. Fait que, ça paraît. Ouais. Puis, comment tu réussis à jongler avec ta santé? Sans y laisser ta peau, là? C'est une bonne... Écoute, j'ai réussi l'été à bouger un peu, jouer au tennis, tout ça, avec des amis. Je jouais beaucoup au hockey cosum avant l'hiver. Là, j'ai comme eu plus de difficultés dans la dernière année. J'essaie de rester actif. J'essaie de faire du ski de fond l'hiver. Là, cet hiver, ça va être plus difficile avec la deuxième cocotte, mais... je pense qu'il y a des pires que moi, mettons. Ouais. Mais j'aimerais ça être plus actif. J'aimerais ça être plus actif. Je suis capable de bouger, mettons, 1 fois par semaine. Mais j'aimerais ça que ce soit plus que ça. Ça me fait un bien fou. Puis c'est un des trucs que je trouve difficile au quotidien de ne pas être capable de bouger davantage. Je sais que tu es un gars, toi, qui bouge énormément. Ouais. Fait que, certains diraient trop. Ça, je peux pas me prononcer. Certains diraient trop. Ça, je peux pas me prononcer. Mais j'aimerais ça bouger plus. Ça me fait un bien fou. Est-ce que tu es capable de fermer les pensées politiques? Ouais. Mais en fait, le sport, c'est une des rares affaires qui me permet de complètement arrêter de penser à la politique. Je suis sur une raide de ski de fond. C'est dur de répondre à un courriel sur une raide de ski de fond. En train de jouer au tennis avec un de mes meilleurs amis ou au milieu d'une game de hockey, je veux dire, je pense pas à la politique. Je pense une des raisons pour lesquelles j'aime autant ça, c'est que pendant 1 heure, 1 heure et demie, même si j'essayais d'y penser, je serais pas capable. Je suis concentré sur autre chose. T'es juste là, t'es dans le moment présent. Exact. Puis ça, c'est un aspect méditatif, là, on dit souvent, l'effort physique. Puis moi, je le sens dans ces moments-là, ça me fait énormément de bien. Puis ça me fait pas juste du bien sur le coup. Il y a comme des... Exact. Ça me fait du bien pour au moins 2-3 jours, je pense. Ouais. Puis la conciliation, travail-famille, pour beaucoup de politiciens, c'est un enjeu. Puis il y en a beaucoup qui quittent là, parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile. À un moment donné, ils se disent, ben là, la politique, c'est une chose importante, mais ma famille aussi, ça l'est. Comment tu vis ça, toi? Ben, je pense qu'il y a comme 2 gros défis là, pour concilier l'engagement politique comme élu, là, comme député, puis la famille. Le premier, c'est l'éloignement. Ouais. On siège quand même, l'Assemblée nationale siège à Québec 3 jours par semaine, des fois plus. Et moi, je suis député à Montréal. Donc, souvent, les gens vont penser tu deviens député, tu déménages à Québec. Certains le font, mais la grande majorité des députés demeurent pas à Québec, demeurent grosso modo dans la région où il y a leur circonscription. Moi, je trouve ça important, d'ailleurs, d'habiter avec les gens que je représente. Il me semble que oui. Là. Bon, moi, du point de vue de mes valeurs, c'est important. Donc, moi, je tiens à habiter dans ma circonscription qui est à Montréal, dans Rosemont, la petite patrie. Il faut que je sois 3 jours, mais souvent 4 jours par semaine à Québec. Ma blonde, elle travaille. Ouais. La petite, sa garderie est à Montréal. Donc, c'est l'aller-retour constant. Puis laisser sa partenaire ou son partenaire 3-4 jours semaine tout seul avec un enfant en bas âge, c'est pas simple. Mais imaginez quand il y en a 2, c'est encore moins simple. Pour soi, mais pour la personne aussi qui doit gérer le quotidien 3-4 jours par semaine tout seul à Montréal. Donc, ça, cet éloignement-là, c'est compliqué. T'sais, je sais que c'est ce qui a fini par faire conclure à ma collègue Marois Risky, par exemple, que c'était plus possible. Je sais que mon ancienne collègue Émilise trouvait ça extrêmement difficile également. C'est sûr, il y a des gens qui, par hasard, l'ont un peu plus facile. Si tu es député, par exemple, dans la région de Québec,
ça change un peu la game parce que le soir, après l'Assemblée, tu rentres chez vous. Tu peux quand même aider, faire le souper, le dodo et tout ça. Quand tu es député à Montréal ou à l'extérieur ou en Abitibi, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que ça, l'éloignement, je pense que c'est le premier défi. Puis le deuxième, c'est celui de la présence mentale. Tu le disais, l'engagement politique, c'est pas une job comme une autre. Ouais. C'est un engagement, c'est une fonction qu'on traîne avec soi 24 heures sur 24, le fait d'être député. Hein? Ouais. Oui, tu peux prendre une fin de semaine, mais tu n'arrêtes pas d'être député. Ouais. Des fois, il y a des choses qui sortent à 10 h le soir, à 5 h le matin. Sortent à 10 h le soir, à 5 h le matin, puis d'accepter mentalement de tourner la switch politique à off pour essayer d'être présent, d'être là avec ta blonde ou avec ton enfant, ça requiert un effort parce que c'est facile d'être là physiquement, mais de continuer à réfléchir à tes affaires. Puis c'est pas parce que t'es pas en train physiquement de répondre à un courriel avec tes pouces, ton téléphone, que t'es pas dans ta tête en train de penser. En train d'y répondre. Ou penser à ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'était une erreur quand j'ai dit ça cette semaine. Tu sais, c'est surtout, je pense, quand on s'engage avec tout son cœur, toutes ses tripes, toute son âme, quand on se donne à 100% comme je le fais, c'est dur de compartimenter. Ouais. Et ça a un impact sur la qualité de notre présence avec les gens qu'on aime, notamment, c'est ça, nos enfants, notre conjoint, notre conjointe. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à développer dans les dernières années. Au début, il n'y avait pas beaucoup de compartimentation. J'étais pas mal, ma tête était pas mal tout le temps là-dedans. Puis moi, c'est un apprentissage que j'ai fait. On parlait des 4 dernières années tantôt, mais ça, moi, dans les dernières années, c'est un apprentissage que j'ai fait. C'est mieux compartimenter, puis accepter, oui, d'éloigner un peu le téléphone. Mais même ça suffit pas. Mentalement, de faire l'effort, de dire, OK, là, j'étais avec ma fille, on est en train de jouer, sois là, tu sais. Sois pas dans ta tête encore à Québec, même si tu es à Montréal. Ouais. Puis, concrètement, c'est quoi ces trucs-là que tu as développés pour faire ça? Parce que j'imagine que c'est un problème qui est exacerbé dans ton domaine, puis dans un travail où est-ce que la vie, ça n'arrête jamais, comme on disait. Mais je veux dire, les gens qui nous écoutent, puis même moi, c'est un enjeu constant. Là, j'étais avec mes neveux et nièces, puis je suis comme en train de, dans ma tête, de penser à la prochaine affaire que je veux faire. Ou c'est... Moi, j'étais allé chercher de l'aide, j'étais allé chercher des conseils. J'ai pas fait ça tout seul. Puis un des conseils qu'on m'a donné, c'est des périodes de transition. Essayer de passer de l'hyperactivité, du mode hyperactif qui est souvent celui de l'engagement politique, c'est-à-dire un courriel, un texto, OK, ça vient de sortir d'un média, bing, bang, il faut réagir. C'est un rythme qui est effréné. D'ailleurs, ça donne de l'adrénaline. C'est aussi ça qu'on aime. En tout cas, moi, c'est aussi ça que j'aime dans ce travail-là, dans cet engagement-là, c'est que c'est jamais plate. Il y a des rebondissements. On est en hyper-vigilance presque. Là, quand tu sors d'un échange t'es crinqué raide. Là. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est le fun, mais en même temps, ça prend beaucoup de place. Donc, passer de ça à tout d'un coup, boum, on fait des Legos ou on fait des blocs ou on raconte une histoire de cailloux. D'un coup, ça marche pas. Il faut se donner des périodes de transition. Puis moi, ça, c'est quelque chose que c'est une habitude que j'ai essayé de me donner pour avoir une présence de qualité avec ma fille et avec ma blonde. Il ne s'agit pas de dire, OK, j'ai fini mon dernier courriel de la journée, je pose mon téléphone et là, instantanément, je suis là à 100%. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Puis mon petit doigt me dit que c'est extrêmement difficile de faire ça comme ça. Il faut se donner des périodes de transition. Fait que des fois, je vais faire un tour du bloc, 5 minutes. C'est juste un tour du bloc. OK, là, j'ai atterri de ma journée. Je suis prêt à être là comme papa avec ma fille, avec ma blonde. Ça peut être juste aller s'asseoir sur le divan et regarder le plafond 2 minutes. T'sais, vraiment se donner des périodes de transition pour passer d'un mode à un autre. Moi, c'est un truc que j'ai développé pour améliorer la qualité de ma présence avec ma fille et ma blonde. Ça fait du sens. L'engagement politique, c'est quelque chose qui peut être fait de manière saine et soutenable, ou bien tu te brûles à petit feu pendant des années, puis à un moment donné, tu passes le flambeau à un autre parce que tu n'es plus capable? Moi, je pense que c'est possible. Bon, d'abord, l'engagement politique, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça dépend si tu me demandes, est-ce que l'engagement dans la société, c'est possible pendant toute une vie, ou est-ce que tu me demandes, est-ce que c'est possible d'être député pendant toute une vie? Mais une chose est sûre, s'engager pendant toute une vie. La politique active. La politique active, oui, moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Bon, déjà quand même, malgré encore les
côté un peu archaïque puis les défauts de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Il y a quand même eu des progrès dans les dernières années. Il y a une garderie maintenant à l'Assemblée. Ils ont fait des aménagements pour que si faut que j'amène la petite une journée à l'Assemblée nationale, c'est quand même possible. Il y a des tables à langer, il y a une salle de repos, il y a la garderie maintenant où elle pourrait aller même, ou même elle peut aller manger. Bref, il y a quand même eu des aménagements. Puis oui, je pense que c'est possible de le faire dans la durée. Beaucoup de gens le font, mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qui sont, un peu discriminants. Je pense que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Je pense que, justement, plus tu habites loin de l'Assemblée nationale, plus c'est compliqué. Et j'écoutais Geneviève Guilbeault récemment commenter le départ de Marowanski. Elle disait, moi, j'ai réussi à le faire. Puis je trouve que c'est un exemple, en effet, de femme qui s'engage avec des enfants puis qui est capable d'y arriver. En même temps, elle a une circonscription à Québec. Ça, je pense que c'est un facteur qui est facilitant. Ça ne veut pas dire que tout est beau puis que je suis sûr que c'est compliqué pour elle aussi au quotidien. Mais il y a quand même là une différence avec, par exemple, une Marois-Risky ou une Émilise qui avait des centaines de kilomètres à parcourir chaque semaine. Donc, il y a des facteurs selon les individus qui peuvent être comme aggravants ou facilitants. Mais globalement, oui, je pense que c'est possible de le faire longtemps. Moi, ça fait quand même 8 ans. Ça va faire 8 ans cette année que je suis élu à l'Assemblée nationale. Puis je sens que je pourrais continuer. Ouais. Puis toi, quand tu penses à... Tu vas avoir un deuxième enfant. Tu sais, quand tu penses à ton avenir, là, sans en faire un engagement, quoi que ce soit, mais tu sais, est-ce que tu te vois continuer d'évoluer dans ce milieu-là encore longtemps pour la vie, ou bien tu dis c'est un moment dans une vie, puis après, il y aura une autre étape un jour? Moi, j'ai une certitude. Ouais. C'est que l'engagement politique, au sens large, ça va toujours faire partie de moi. Puis je l'ai fait... J'étais au primaire, je trouvais déjà des manières de m'engager. Mon père me traînait dans les assemblées de travailleurs, travailleuses. J'allais faire signer des pétitions au métro. J'avais 12 ans avec mon père pour Équiterre. Je veux dire, c'est des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents. C'est les valeurs que je veux transmettre à mes filles. Puis toute ma vie, je vais rester un gars engagé dans la société parce que ça donne du sens à ma vie, parce que c'est des valeurs qui me sont extrêmement chères. C'est comme une seconde nature pour moi. Ça fait partie de moi. Après ça, quelle forme ça va prendre, cet engagement-là? Ça, je le sais pas. Puis je ne serai pas député pendant 30 ans. Ça, je le sais. J'ai commencé trop tôt. J'ai été élu à 27 ans. J'ai commencé trop tôt pour que ce soit la seule chose que je fasse dans ma vie. Fait qu'il va arriver un moment où je vais dire, je passe à autre chose. Et est-ce que ça sera pour y revenir ensuite, 10 ou 15 ans plus tard? Sans doute. Peut-être bien, mais... Okay. Pour moi, c'est deux choses différentes. L'engagement va toujours faire partie de moi. Je pense que je ne serais pas capable, en fait, de ne pas être engagé d'une manière ou d'une autre dans le Québec. Mais la forme particulière qui est être député à l'Assemblée nationale, ça, c'est la forme que prend en ce moment cet engagement-là. Ouais. Pour combien de temps encore, je ne le sais pas trop. Et il y aura autre chose ensuite. On parlait de carrière durable d'un point de vue de conciliation, mais est-ce que aussi c'est durable d'un point de vue de choc d'idées? Parce que on regarde, mettons, en ce moment, les échanges à l'Assemblée nationale, on regarde les politiques caquistes versus la vision de Québec solidaire, par exemple, puis ces chocs d'idées-là, moi, les regarder me frustre. Puis moi, les regarder m'épuise au quotidien. Puis je les vis pas, là, tu sais. Est-ce que cette espèce de immobilisme-là d'un système qu'on sent qu'on n'est pas capable de vraiment changer ou que... Puis je dis pas qu'il y a aucun changement qui se fait. Il y en a qui se fait, tu sais, on le voit de temps en temps, mais est-ce que cette espèce d'impression de ramer à contre-courant, c'est quelque chose qui est durable dans le temps? Comment tu peux gérer ça sur le long terme, sachant que la situation politique au Québec est ce qu'elle est? Là? C'est une excellente question. Je pense que la réponse dépend de nos attentes à l'égard du changement social puis de l'évolution de la société. Si on a comme attente de départ le fait que le changement social... Comment dire? Si on pense qu'une société, ça change vite, que les progrès sociaux, c'est des choses qui adviennent rapidement ou facilement, on va toujours être déçu. Oui, puis on peut, donc, pour répondre à ta question, s'épuiser
face à un système politique qui est extrêmement lent à évoluer, on peut, la lame de notre indignation peut être comme émoussée, Ouais. parce qu'à force de fesser, puis que tu vois pas rapidement de changement, tu te dis, ben là, à quoi ça sert? Puis donc, le sentiment dont tu parles d'épuisement dans l'engagement, je pense que c'est un sentiment qui peut venir. Je pense que c'est un sentiment qui habite parfois certaines personnes qui se lancent en politique en ayant des attentes extrêmement élevées sur le fait que soit eux vont être capables, par leur individualité, par leur puissance personnelle, ils se voient capables à eux seuls d'influencer le cours des choses. Soit parce qu'ils ont une vision du changement social qui est très rapide. Mais c'est sûr que moi, là-dessus, des fois, je passe peut-être pour un gars plus plate ou un gars plus mollo, mais moi, je vis bien avec la conscience que c'est long transformer les choses. Tu sais que les grands changements de société, là, c'est comme l'érosion. Ouais. L'érosion, là, quand tu vois une vague frapper, là, Tu la vois pas. Tu la vois pas. Tu dis, voyons, la vague, elle se frappe sur le rocher, puis elle perd tout le temps. Tu sais. Ouais, mais à la longue, il finit par avoir des changements. Tu sais. Puis c'est sûr que cette conception-là du changement social, tu sais, ça te donne comme une espèce de réalisme à l'effet que le chemin, par exemple, qu'on choisit de s'engager dans un parti qui veut réellement changer les choses comme Québec solidaire, ben, que c'est un chemin qui n'est pas le chemin le plus facile, qui n'est pas le chemin le plus rapide, puis il y a une certaine longueur qui est normale, puis qui peut être déprimante pour certains, mais que moi, que j'ai appris à accepter. Même, tu sais, même dans les moments où on se bute à des adversaires, ou même à des fois à des consensus dans la société qui sont pas les nôtres, tu sais, ben moi, ça m'aide beaucoup de me rappeler que ces choses-là sont lentes à changer. Ça prend du temps. Puis je pense que l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, avec notamment l'instantanéité avec laquelle on a accès à de l'information, avec laquelle on se partage l'information, la rapidité avec laquelle, par exemple, des mouvements de conscientisation peuvent se répandre sur Internet. Là, on voit tous nos amis tout d'un coup partager quelque chose. Ça peut comme être un miroir déformant dans la mesure où ça peut nous donner l'impression que c'est imminent, que les choses sont en train de changer. On voit le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Tout le monde se met à partager ça. Ben là, voilà, ça y est, c'est fait. Ou on vient le de mouvement tourner une MeToo. page. Le mouvement MeToo. En quelques semaines, sur le web, ça s'enflamme, c'est toute la planète. Tu vois tous tes amis autour de toi qui partagent ça. Tu dis, ah ben voilà, la culture du viol, je veux dire. C'est réglé. Puis là, c'est de réaliser que transformer des institutions, transformer une culture, transformer un système, c'est long. Mais des fois, je pense que c'est ça, les médias sociaux contribuent à nous donner une image du changement social comme quelque chose qui peut advenir très rapidement. Puis ça peut générer des déceptions, mais moi, c'est souvent quelque chose que je répète quand je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, Gabriel, j'ai l'impression que c'est impossible de changer les choses, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. » C'est d'essayer de transmettre cette espèce de patience-là. T'sais. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris puis que j'ai reconnu chez mon amie Manon, par exemple. Je veux dire, qui est militante féministe depuis 40 ans. Je veux dire, elle le sait bien, elle, là, que l'égalité, c'est un long chemin. Là. Puis ça ne l'a jamais démobilisée, elle n'a jamais été déprimée. Là, elle arrive dans une phase différente de son engagement où elle n'a pas le choix de réduire un peu l'intensité de la bataille pour des raisons de santé, mais sa motivation fondamentale n'a jamais flétri d'un 0,5%. Puis moi, je m'identifie beaucoup à ça. C'est aussi beaucoup comme ça que je m'engage, avec cette espèce de conscience-là que il y a une certaine... il faut avoir une patience dans l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on se donne pas 100%. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de gagner des petites batailles au quotidien. Prenons l'exemple de ce qu'on est allé chercher quand même il y a quelques mois sur la protection des locataires aînés contre les évictions. Ça, quand tu réussis à gagner quelque chose comme ça, tu te dis, hey, là, on vient de sauver des dizaines de milliers d'aînés du Québec d'une possible éviction de leur logement au milieu de la pire crise du logement de l'histoire du Québec. Ça, c'est check. Ça, c'est un vrai changement de société. Ouais. Bon, est-ce que le système a changé? Est-ce que les institutions ont changé? Est-ce que le néolibéralisme est à terre? Non. Mais est-ce qu'on a amélioré concrètement la vie de dizaines, voire en fait de centaines de milliers de personnes? Oui. Ça, moi, ça me donne du gaz pour 15 ans. Là, je veux dire, c'est magnifique être capable de faire bouger
être capable d'aller quand même influencer certaines choses, d'aller améliorer la vie du monde concrètement, tout en étant conscient qu'il y a une certaine patience à avoir dans l'engagement. Tous les rejets sont comme validés par cette victoire-là de Farah, mais tu vois, des fois, ça arrive. Oui, exact. Puis tu dis... Puis il faut aussi développer des trucs pour qu'au quotidien, à l'Assemblée nationale, le flafla, le décorum, la joute ne nous éteigne pas complètement. On a une minute de recueillement, là, qui était anciennement une minute de prière avant le début de la période de questions à l'Assemblée nationale. Moi, cette minute-là, je la prends pour ça. À chaque fois, je prends cette minute-là pour penser, jamais à la même situation, mais à une personne que j'ai rencontrée la semaine d'avant ou un cas qu'on a eu en comté où on devait aider quelqu'un qui se faisait évincer ou une rencontre que j'ai faite dans le métro puis quelqu'un m'a parlé de ses difficultés, je sais pas, en immigration. Puis Donc, je prends cette minute-là pour penser à pourquoi je suis là, pourquoi je me bats, pour qui je me bats. Pour les gens qui sont pas ici, qui seront sans doute, qui mettront jamais les pieds sur le tapis du salon bleu, du salon rouge. Pour les gens qui ont pas le temps de mener la bataille parce qu'ils sont écrasés par des quotidiens absolument terribles, 2 jobs, 2 enfants, pognés dans l'autobus matin, soir, tu sais. Moi, cette minute-là, elle me sert à ça. Puis après ça, je vis beaucoup mieux avec le fait que oui, il y a des patentes à gosses institutionnelles qui font plus ou moins de sens, que des fois, il y a des procédures un peu absurdes, qu'il y a une joute qui est des fois un peu stérile. Ben oui, c'est juste ça existe. Mais est-ce que ça éteint les raisons fondamentales pour lesquelles moi, je suis là? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis capable de tolérer le fait qu'il y a plein de défauts, qu'il y a plein même de dysfonctionnements dans la manière dont la politique se fait. Mais si il faut tolérer ça pour mener les batailles qu'il faut mener, s'il faut tolérer ça pour donner la parole aux gens qui en ont jamais, ben, moi, je veux dire, ce prix-là, je le paye sans problème. Ouais, je comprends. Ma collègue Manon, je veux dire, quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale, vous pensez pas qu'elle trouvait pas ça, elle aussi, un peu compliqué, ce fonctionnement-là, puis cette institution-là, avec toutes ces... en effet, des fois, il y a des pertes de temps, il y a des affaires pas trop utiles. Bien sûr, ça existe. Puis maintenant, une femme d'action comme elle, une militante féministe, a été la première à dire, mon Dieu, c'est une institution qui a bien des problèmes. Mais si tout ce qu'on a à faire pour donner la parole aux gens qui en ont jamais, puis essayer de lutter contre les injustices que oppriment ces gens-là, c'est de tolérer cette institution-là qui est imparfaite, ben, je veux dire, on le fait, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Si on est tous rebutés par le fait que le fonctionnement est un peu poche, ben c'est qui qui va être... Ouais, puis c'est qui va être dans cette institution-là? La place, on laisse la place à qui si on n'y va pas? Ouais, je comprends. C'est ça la question. Puis tu dis tu as appris à accepter cette lenteur-là, puis t'as développé cette patience-là. Est-ce que le Gabriel de 2012 l'avait, cette patience-là, ou justement? Je pense pas. Puis moi, je l'ai répété beaucoup, mais mais c'est... moi, je suis pas gêné d'avoir évolué, Non, c'est ça. d'avoir changé. C'est une désillusion ou c'est de la maturité? C'est de la maturité. C'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est de l'expérience. Je veux dire, en 2012, j'avais 21 ans. Ouais. C'est fou. Réfléchissez à ça, là, ceux qui nous écoutent. Là. Qu'est-ce que le vous public du faisiez? sans filtre a vieilli avec le sans filtre. Que faisais-tu à 21 ans? C'est ça, faisais-tu? exact. Moi, j'étais à l'université, puis j'étais dans la rue. Exact. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. Dans le fond, 21 c'est ça qu'on faisait. 21 ans. On était occupés, là. J'en ai 34. J'ai eu un enfant. J'ai eu 8 ans d'expérience parlementaire derrière la cravate. Bien sûr que j'ai changé. Et quelle sorte de personne serais-je? Quelle sorte de policier serais-je? Je dis non, moi, depuis j'avais 21 ans, je n'ai pas rien changé. C'est toi qui as 21 ans. Là. Convaincu des mêmes affaires. Ce serait soit un mensonge, là. Ouais. Parce que qui ne change pas entre 21 et 34 ans? Puis ce serait franchement inquiétant. Ouais. Ce serait franchement inquiétant. Donc, moi, une de mes grandes fiertés, quand je regarde les 15 dernières années, mettons, d'engagement qui sont les miennes, c'est sur le plan des valeurs, d'être
d'être exactement au même endroit. Tu sais, je n'ai changé de position sur aucun enjeu fondamental. Tu sais, des fois, je regarde l'Assemblée nationale, il y a 4 partis politiques, on est 4 chefs parlementaires, puis sur les 4, il y en a un seul. Puis je dis pas ça pour me vanter, mais c'est dur de ne pas le constater, là, qui n'a jamais changé de position sur les enjeux fondamentaux. François Legault a longtemps été indépendantiste, il est devenu fédéraliste. Paul Saint-Pierre Plamondon était, pour l'essentiel de sa carrière publique, un fédéraliste, un inclusif, est devenu non seulement indépendantiste, mais d'une frange plus conservatrice, là, sur le plan des valeurs, de l'identité, de l'immigration, de laïcité et tout ça. Donc, changer de position quand même sur 2 questions qui sont quand même des questions assez fondamentales. Marc Tanguay, dans sa prime jeunesse, est indépendantiste et est devenu libéral par la suite. Bref, moi, je me regarde et je dis franchement, moi, je suis pas gêné, là. Tu sais, je veux dire, moi, vous pouvez me sortir des textes que j'ai écrits à 21, 22 ans. Le style va être un peu différent, peut-être. Mais le propos, les valeurs, ce sont les mêmes. Puis ça, moi, j'en suis profondément fier d'être resté au même endroit sur le plan de mes valeurs fondamentales. J'ai jamais changé d'orientation sur ce qui est essentiel, mais sur la manière de m'impliquer, sur la manière même de m'exprimer, sur les moyens que j'utilise pour faire avancer mes valeurs. Mais bien sûr qu'il y a une évolution. Mais je veux dire, comme ce serait inquiétant si ce n'était pas le cas. Dans ma tête, c'est ce qui est le plus naturel au monde. Puis ce qui serait malhonnête, ce serait d'essayer de dire que non, regardez-moi à 21 ans, puis regardez-moi aujourd'hui, puis c'est la même chose. Voyons donc. C'est pas possible. Dans les 4 dernières années, puis je veux avoir ta lecture de la situation, puis évidemment, je peux même te demander ta lecture non partisane de la situation, mais reste que les valeurs sont alignées, j'imagine, avec la lecture partisane. De mon intérêt politique, puis ça fait pas, je veux dire, on n'a pas 65 ans, là, tu sais, j'en ai pas vu tant que ça des cycles électoraux puis des gouvernements, mais je me rappelle pas avoir vu une chute comme celle de la CAQ dans les 4 dernières années. Je me rappelle pas avoir observé, plus précisément les 2 dernières années, mais je me rappelle pas avoir vu ça. La chute du PQ, qui est quand même pas pire aussi. Là. Ouais, ça a été très progressif. On dirait que c'est arrivé en 2 ans. Ça a été très, 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 très progressif. Dans le cas de la CAQ, c'est la rapidité. Il y a 2 ans, il était majoritaire. C'était énormément majoritaire. Là, un fort mandat. Là, puis en 2 ans... Une des plus grosses majorités de l'histoire parlementaire du Québec. En 2 ans, ça a chuté complètement. Ouais. Puis moi, j'ai ma lecture de ça, mais je suis curieux d'entendre la tienne de qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on parlait de sagesse, de maturité. Tu sais, moi, déjà, une des choses que j'ai appris, c'est à faire attention à expliquer des phénomènes complexes par des explications, trop simples. Ouais. Tu sais, il y a bien des choses. Ouais. On a le temps, là. On peut mouvements d'opinion comme ça. Mais tu sais, moi, je pense qu'on peut pas réfléchir. On peut pas analyser ce qui s'est passé avec la CAQ dans les dernières années en mettant de côté la pandémie. Tu sais, c'est un phénomène social. Puis je sais, on veut plus parler de ça parce qu'on est tous post-traumatisés. On est tous post-traumatisés. On est tous post-traumatisés. Ça n'a jamais existé. Mais oui, c'est arrivé. Puis ça a été de 2020 à... rappelez-vous, là, lors de la dernière élection, là, on est encore en train... On en sort à peine de la pandémie. Là. À peine de la pandémie. Moi, je me rappelle quand on organisait la dernière élection générale, on se demandait, là, va-tu pouvoir être dans l'autobus? Va-tu pouvoir aller est-ce qu'il va devoir y avoir de la distanciation? On en sortait à peine de la pandémie lors de la dernière élection québécoise. Donc, toute la deuxième moitié du premier mandat de François Legault et l'essentiel de la campagne électorale de 2022 se fait dans l'ombre de la pandémie. Ça explique... En tout cas, c'est un facteur pour moi qui est essentiel pour comprendre à la fois la popularité de François Legault dans ces années-là, avec un premier ministre qui est omniprésent dans nos faces à tous les jours, médiatiquement, ça met dans l'ombre complètement tous les partis d'opposition, et ça met pas juste les partis dans l'ombre, ça met aussi beaucoup d'enjeux dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est la préoccupation numéro 1 de tout le monde, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça donne la montée du complotisme, mais ça donne aussi des gens très inquiets sur leur quotidien, qui regardent le gouvernement et qui ont une attente très précise envers le gouvernement. C'est votre travail, c'est qu'on passe au travers. Et pas mal tout le reste
a pris le bord pendant plusieurs années. Et François Legault, à ce moment-là, vraiment se place dans une position qui est une position très paternelle envers le Québec. T'sais, pour le meilleur et pour le pire. Hein, on lui a beaucoup reproché cet aspect-là un peu au début, paternaliste. Au début, on louangeait. Là, on trouvait qu'il faisait donc une bonne job. À un moment donné, là, les gens, la colère fait toujours surface. Puis quand il y a eu des sondages qui ont été faits après la dernière élection en demandant qu'est-ce qui a fait que vous avez appuyé le gouvernement de François Legault, puis à ces sondages-là, tu avais une proportion, les chiffres, je ne me rappelle pas par cœur, mais une proportion impressionnante de gens qui répondaient que c'était la gestion de la pandémie. Qui les avait motivés à donner un deuxième mandat à François Legault. C'était le premier facteur en importance. Donc, on demandait aux gens qui ont voté pour la CAQ pourquoi ils l'ont fait. Et c'était intéressant parce que dans le même sondage, on demandait aviez-vous pris à quand remonte votre décision? Puis grosso modo, la plupart des gens, avant même le déclenchement de la campagne électorale, il y avait un bloc énorme de l'électorat québécois qui avait décidé d'entrée de jeu qu'ils allaient redonner leur confiance à François Legault parce qu'ils avaient bien aimé sa gestion de la pandémie et ou qu'ils souhaitaient lui donner un peu un vrai premier mandat pour appliquer son programme parce que, bon, la pandémie a été utilisée à tort et à travers pour justifier toutes sortes de choses puis toutes sortes d'abandons de promesses. Mais malgré tout, il faut honnêtement reconnaître que ça a pris tellement de place que c'est vrai que le gouvernement du Québec a des capacités limitées puis qu'en pleine pandémie, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses qui pouvaient être faites au Québec à part la gérer. Ça, je pense que c'est juste honnête de le reconnaître. Fait que moi, je pense que c'est un facteur essentiel. Peut-être une réponse un peu plate, mais si on veut comprendre ce qui s'est passé, je pense que ça explique beaucoup de choses. Et puis, je pense que dès que le Québec est sorti, pas juste sanitairement, mais mentalement de la pandémie, là, les choses se sont mises à se compliquer. Puis, il y a bien des attributs de François Legault qu'on considérait comme des qualités qu'on s'est mis à voir comme des défauts. Donc, le côté très paternel que beaucoup de gens ont aimé pendant la pandémie, une fois qu'on en sort... On n'a plus besoin d'un père. Exact. Et là, ce qui était vu comme une qualité chez François Legault, ce côté très venez mes ouailles, écoutez-moi, je vais prendre soin de vous », là, ça apparaît tout d'un coup. Pourtant, c'est la même attitude, mais elle était bien appréciée durant la pandémie. Puis tout d'un coup, on juge que c'est paternaliste, que ça ne s'adresse pas à notre intelligence. On commence à... Je pense que les Québécois ont commencé à remarquer à quel point François Legault tourne beaucoup les coins ronds, souvent, sur beaucoup d'enjeux. Puis ce simplisme-là, qui était très apprécié quand il communiquait sur la pandémie, « Restez chez vous, prenez soin des aînés ». Le simplisme de cette communication-là était apprécié et était rassurant. Mais là, c'est un simplisme qui, tout d'un coup, devient moins... Les gens l'apprécient moins. Ce qui était une qualité devient un peu un défaut, alors que c'est la même personne. Moi, je pense que ça dans la perception de François Legault, je pense que ça a beaucoup joué. Puis les gens ont eu envie qu'on arrête un petit peu le paternalisme puis qu'on s'adresse à leur intelligence. Puis François Legault, sur plusieurs enjeux, c'est pas ça qu'il fait. Je pense s'adresser à l'intelligence, c'est comme ma lecture à moi. S'il y avait quelque chose, là, c'est un des points clés. Là. Quand on regarde la gestion du dossier du troisième lien, par exemple, c'est le meilleur exemple. Je veux dire, c'est le meilleur exemple. C'est comme... C'est une insulte à l'intelligence des gens de penser que ce plan-là n'est pas improvisé puis qu'il n'est pas juste une carte, un tour de magie électorale pour gagner des votes. Maurice Duplessis disait, avec un pont, on fait 3 élections. Là, ils vont faire leur 3e. Pas mal ça. Ouais. Là, ce serait avec un pont ou un tunnel ou quelque chose d'autre, ou on ne sait pas, on fait 3 élections, mais oui, voilà. Donc, c'est le 3e lien, c'est le meilleur exemple de ça. D'un gouvernement et d'un premier ministre qui pense, qui multiplie les tours de passe-passe de com en pensant qu'on ne remarquera pas, qu'on ne verra pas les fils. Ouais. Je pense que tout le monde voit les fils. Je pense que la dernière... Même les gens pour le 3e lien sont comme... Allez. Mais c'est que les fils sont même pas camouflés, mettons, dans cette histoire-là. Ouais. C'est ça, c'est juste c'est incompréhensible pour moi. Tu sais, le lendemain des élections de Jean Talon. Exact. Là, ce moment-là, là, c'est incompréhensible pour moi que quelqu'un peut penser qu'on va n'y voir que du feu. Exact. Qu'on va faire qu'on va faire enfin. Oui, puis qu'on verra pas c'était ça le message qu'on envoyait. Qu'on verra pas que la motivation ici est purement partisane et électorale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière le projet de 3e lien de volonté sérieuse appuyée par la science de réduire la congestion dans la région de Québec. Parce que la congestion, là, 2 jours avant l'élection de Jean Talon ou 2 jours après l'élection de Jean Talon, il n'y a pas de nouvelles données fondamentales qui changent l'état des faits. Là. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est un résultat électoral négatif pour la CAQ dans Jean Talon. Et là, 2 jours après, on ressuscite le projet.
Exactement. Tu sais, je veux dire, il faut avoir assez peu de considération pour l'intelligence des électeurs pour penser que même les électeurs pro-troisième lien ne verront pas ce qui est à l'œuvre ici. C'est-à-dire du pur calcul électoral, Ouais. point final. Et là, en plus, on a la même ministre qui avait tiré la plug, rappelez-vous, avec la pile de cartable, Ouais. qui là, un an et quelques plus tard, nous dit, là, on va de l'avant, puis là, c'est irréversible. On a J'aurais déjà pas vu. voulu être dans ses souliers, se faire dire annonce que c'est fini, alors ça, se faire dire annonce qu'on le réanime le projet. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a de la peinture en dessous des semelles, beaucoup, là. Ouais. C'est quoi cette expression-là? Elle a marché sur sa peinture. On Elle dit s'est marcher sur sa peinturée dans un coin? Oui, puis elle est obligée de marcher sur sa peinture après. Fait que là, en dessous des pieds, là, c'est comme. Il y a vraiment beaucoup de J'ai peinture. fait, mais dans le fond, Non, mais j'avais pas vu l'image. J'ai comme pris un. Fait qu'elle s'est peinturée dans le coin. Elle a marché sur sa peinture. Puis après ça, on regarde en dessous de ses souliers. Puis on fait ouch. Il y a beaucoup de peinture en dessous des semelles. C'est Comment- bon, ça. Comment ça va à QS en ce moment, à l'interne? Ben, on prend soin de nous Ouais. parce qu'on a eu un printemps printemps qui a difficile. été extrêmement difficile. On se le cachera pas. Ça a été difficile politiquement parce que nos débats internes ont pris tellement de place que ça a laissé dans l'ombre d'autres affaires intéressantes qu'on a faites, comme notre victoire pour convaincre là, François Legault de protéger plus d'aînés des évictions. Mais ça a aussi été dur sur les individus. Là. Tu sais, je veux dire, des débats internes comme ceux-là, c'est aussi difficile à vivre pour tout le monde. Ouais. Donc, on a pris un été pour se reposer. Moi, je suis assez content de ce qu'on fait depuis le début de la session parlementaire. Puis je pense que c'est ça. On veut faire une session où on refait l'unité, où on se remet en marche ensemble vers les objectifs qui sont les nôtres, parce que le printemps a été difficile. Est-ce que tu la sens, cette unité-là en ce moment? Est-ce que chez les militants, chez les députés... Je sens cette volonté-là d'unité, je sens cette volonté-là. Tu sais, on a des grosses questions à se poser, on a des gros débats à faire, mais je sens une volonté de tout le monde de dire il faut faire ça en restant groupé, puis en n'abandonnant pas les batailles importantes qui sont les nôtres. Tu sais, je vois aussi beaucoup dans l'élection de Ruba imminente là, au mois de novembre comme co-porte-parole, aussi un beau signal, un beau symbole d'unité. Je sens que les gens se sont ralliés derrière sa candidature. Je pense que ça va faire du bien au parti d'avoir une nouvelle co-porte-parole féminine qui génère comme ça de l'enthousiasme puis de l'adhésion de la part de tout le monde. Faut se rappeler quand même la précédente course au co-porte-parole féminin chez nous avait fini sur un résultat extrêmement serré. Hein? Donc, le parti était quand même déjà dans une étude assez divisée à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu la démission d'Émilie, tous les débats que ça a généré. Mais là, de voir Ruba émerger comme ça, comme candidate de l'union, de l'unité, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Depuis qu'on a reçu Ruba ici, justement, moi, j'arrête pas en tant qu'indépendantiste convaincu, j'arrêtais pas de me dire, me semble que l'indépendance du Québec passe par Ruba, parce que, puis dans l'élection d'Émilie, je me disais, puis là, c'est mon opinion, évidemment, je me disais, Tu y as droit. l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce sont déjà convaincus de l'indépendance. Puis, faut convaincre Montréal de l'indépendance. Il faut convaincre les nouveaux arrivants de l'indépendance. Il faut convaincre les immigrants de l'indépendance, du projet d'indépendance. Puis, dans Ruba, je voyais justement ça, tu sais, un véhicule parfait pour exprimer c'est quoi être québécoise, fière d'être québécoise. Puis, c'est ça, en étant immigrante. Puis, tu sais, puis Tout à fait. je trouve que c'est vraiment une candidate exceptionnelle, autant pour Québec solidaire, mais pour le projet plus large de l'indépendance du Québec. Ruba est déjà une voix extrêmement importante et précieuse pour le projet indépendantiste, mais je pense qu'elle est appelée à le devenir encore davantage. Ouais. Parce que la politique étant ce qu'elle est, les médias accordent beaucoup d'attention médiatique aux chefs. Là. Ouais. Nous, on a 2 porte-paroles, mais on est traités essentiellement par les médias comme des chefs de parti. Donc, les médias accordent beaucoup d'importance aux têtes dirigeantes des partis, puis malheureusement, assez peu de place puis de visibilité est accordée aux députés. Donc, Ruba, les Québécois, Québécoises sont appelés à la découvrir. C'est pas encore fait. À Québec solidaire, on la connaît bien. Les gens qui nous suivent sur le web voient Ruba depuis plusieurs années maintenant, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez peu connu encore du grand public. Puis je pense que ça a monté en puissance. En plus, là, moi, je m'en vais en congé parental bientôt. Donc, elle va avoir
va avoir l'opportunité de questionner François Legault à la période des questions. Tout ça, je pense que les Québécois, les Québécoises vont la découvrir. Puis je fais exactement la même lecture que toi. PH, elle est vraiment appelée à prendre, je pense, un rôle important dans le mouvement indépendantiste parce qu'elle a, et ça, il n'y a rien qui remplace ça, elle a une trajectoire de vie qui est unique et qui parle. On peut dire des choses en politique, mais on peut les incarner aussi. Ouais. Manon est un bon exemple de ça. Manon n'a pas besoin de dire tant de... Manon s'exprime d'une manière qui est très différente, puis ça a contribué à son succès, mais ce qui a contribué aussi à son succès, c'est juste qui elle est. Ouais. Ça, il n'y a rien qui remplace ça. Puis Ruba, qui elle est, ça parle. Ce sera Ruba, la première enfant de la loi 101 à être à la tête d'un parti politique à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur la trajectoire de la nation québécoise? Bien, ça montre que la nation québécoise est capable d'accueillir des gens, de leur transmettre la langue commune qui est le français, puis pas juste la langue, là, mais l'amour de cette langue-là, la culture québécoise. Et Ruba, elle n'a pas besoin de faire une dissertation pour qu'on le voit et qu'on le perçoive. Elle incarne ça. Ça, c'est très précieux pour le projet indépendantiste. C'est le grand atout de Ruba. C'est le grand atout qu'elle va avoir comme porte-parole. Vraiment d'incarner ce projet, en tout cas, notre version du projet indépendantiste, qui est un projet où il n'y a aucune contradiction entre l'émancipation politique du peuple québécois et un peuple québécois qui est accueillant, qui est même le plus accueillant en Amérique du Nord, puis qui continue à ouvrir ses portes aux gens qui viennent d'ailleurs. Un projet indépendantiste qui est tourné vers l'avenir, qui a les bras ouverts, qui n'est pas un projet défensif, qui n'est pas un projet de conservation ou de ressentiment, mais un projet d'émancipation politique, de liberté politique, bref, un projet de société, pour le dire bien simplement. Puis Ruba, elle l'incarne, ça. Elle va le dire, mais elle va aussi l'incarner, ce projet-là. Puis Ruba incarne cette partie des choses-là, d'ailleurs, bien mieux que moi, par exemple, tu sais, qui est petit Québécois d'ascendance canadienne-française, disons, de vieille souche. Ruba est plus de nouvelle souche. Qui a une cabane à sucre dans la famille. Là. Exact. Puis, est-ce qu'avec Ruba comme co-porte-parole, la souveraineté va prendre une place plus importante dans le discours QS? Ben, c'est ce que Ruba... c'est l'engagement qu'elle prend face à nos membres, puis elle va le faire, j'en suis convaincu, encore une fois, à sa manière. Et ça va... moi, je pense que ça va contribuer à élargir le mouvement indépendantiste. Parce que on peut bien se raconter tout ce qu'on veut. Le travail reste à faire sur le fond pour qu'on ait une majorité de Québécois, Québécoises derrière ce projet-là. Et il n'y aura pas d'indépendance du Québec sans les jeunes et sans une proportion importante de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes. Donc, ce travail-là, il reste à faire. Et c'est pas en redoublant d'ardeur avec des politiques encore plus identitaires puis encore plus fermées sur le plan de l'immigration, de la laïcité, etc., qu'on va construire cette majorité-là. Ça, moi, j'en suis convaincu. Donc, je pense que Ruba va beaucoup contribuer à ça. Et elle le fait déjà, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait si ce discours-là résonne pas? Quand on incarne ces valeurs-là de souveraineté, puis que nous, on y croit, mais que l'électorat ou la base solidaire y croit moyennement ou l'intéresse peu, est-ce qu'on continue de pousser ça pour convaincre ou bien on dit, on n'en parlera pas? Moi, ce que je vois en ce moment, souvent, on va sortir les chiffres selon lesquels il y a une bonne proportion de gens qui disent voter pour Québec solidaire, qui par ailleurs voteraient non s'il y avait un référendum. Puis souvent, on nous montre ces statistiques-là en disant « c'est la preuve que vous n'êtes pas des vrais indépendantistes ». Moi, j'aime toujours dire « écoutez, il y a une autre manière de voir ça ». Ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont pas des indépendantistes purs et durs, qui ne sont pas historiquement des gens qui se sont reconnus dans le projet d'indépendance mainstream, qui, malgré tout, décident d'appuyer un parti qui est indépendantiste. Puis on parlait de respecter l'intelligence des électeurs. Moi, je pense que les gens, ils le savent. Là. On le cache pas. Tout le monde le sait. Les gens nous en parlent. Mais bref, il y a des gens dans des quartiers comme Verdun, comme Saint-Henri-Sainte-Anne, comme Maurice-Richard, des quartiers où il y a une communauté anglophone, où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes, des gens qui sont loin d'être convaincus d'avance du projet d'indépendance, qui disent
je suis quand même capable de voter pour un parti indépendantiste parce que je leur fais confiance que quand va venir le temps de défendre mes droits et libertés comme membre d'une minorité, quand va venir le temps de contester des politiques d'immigration de droite conservatrice, je sais qu'ils seront avec moi. Et donc, moi, je pense que quand on convainc ces gens-là de voter pour nous, on est en train d'élargir le mouvement indépendantiste. Donc, loin d'être une preuve de manque de pureté, pour moi, ces chiffres-là, ce qu'ils démontrent, c'est notre capacité à faire grandir le mouvement. Puis c'est une contribution que fait Québec solidaire, ça, au mouvement indépendantiste. Puis Ruba va contribuer à ça. Mm-hmm. Comment on fait pour concilier l'idée de la conservation de la langue française, de la culture québécoise, puis l'immigration? Comment on concilie ces deux choses-là? Parce que là, tu parles de politique plus à droite au niveau de l'immigration. Je pense que c'est un secret pour personne que nos capacités d'accueil sont dépassées, là, autant en francisation qu'en éducation, qu'en habitation. Il y a un recul du français qu'on peut quantifier. Un recul du français sévère. C'est dur pour, mettons, moi, c'est dur de voir, OK, mais c'est quoi la solution à court terme si c'est pas de prendre un tournant plus à droite au niveau de l'immigration à court terme jusqu'à ce que la capacité d'accueil puis ce qui est investi en francisation, en habitation est pas rétabli. Tu sais, je prends l'exemple, mettons, juste ici, nos employés étaient dans Brou, par-dessus la tête avec des locations. Il a fallu qu'on ferme les studios, qu'on fasse, OK, là, on ferme les locations pour qu'on se rattrape. Puis on les réouvrira quand on aura un meilleur setup pour être capable d'accueillir tout le monde comme du monde. Dans le fond, c'est ça pour vrai. Fait que comment qu'on dit, OK, nous, on garde une idée plus à gauche de l'immigration, plus ouverte, on garde des seuils élevés, mais de l'autre côté, l'accueil ne suit pas. Là, tu sais. C'est la question de l'immigration. Puis c'est touché aussi de parler de ça parce que des immigrants, j'en veux à l'infini si on est capable de les recevoir à l'infini. Tu sais. Puis je veux pas avoir l'air du gars qui dit restez chez vous parce que c'est vraiment pas ça. Là. La question de l'immigration, c'est une vaste question et elle est compliquée. Ouais. Parce que il n'y a pas l'immigration, il y a des immigrations. Et on peut pas, par exemple, avec la notion de capacité d'accueil, régler toutes les questions. Non. Bon. Premier problème avec la capacité d'accueil, c'est qu'on ne l'a jamais chiffré. On sait pas c'est quoi. Personne ne sait c'est quoi. Tout le monde parle de ça. Tout le monde dit un chiffre. Tous les politiciens, ils disent pas de chiffre, mais ils disent tous que c'est dépassé. Mais on ne sait pas c'est combien. Ce travail-là, d'abord, posé, de dire, c'est quoi notre capacité d'accueil? On ne l'a jamais fait au Québec. Jamais. C'est quoi notre capacité d'accueil à Jonquière? C'est quoi notre capacité d'accueil à Montréal? C'est sans doute pas la même. Sûrement pas. On n'a jamais fait ce travail-là. Donc, nous, une des idées qu'on défend depuis longtemps, c'est de dire, faisons ce travail-là. C'est quoi notre capacité d'accueil au Québec? Définissons-la. Et elle est inégale selon les régions. Première étape. Ensuite, je disais, il y a des immigrations. Une fois qu'on aura chiffré là, notre capacité d'accueil en matière... Mais quand je dis chiffrer notre capacité d'accueil, c'est aussi chiffrer nos besoins. Hein? Parce qu'enlever les immigrants, les immigrantes de notre système de santé, le CHUM, il est vide. Là. Ouais. Enlever les immigrants et immigrantes de notre secteur agricole, il n'y en a plus des fraises du Québec sur les tablettes. À enlever les travailleurs et travailleuses temporaires, puis un autre exemple, dans les qui vous pensez faire rouler les entrepôts là, en ce moment? Là? Des entreprises où on va tout magasiner. Là. Donc, il faut mesurer la capacité d'accueil, mais il faut aussi prendre en considération, quand on fait ce calcul-là, la contribution des gens à la société québécoise. Puis si on faisait ce travail-là, puis nous, on propose de faire un comité d'experts depuis des années pour la chiffrer, enfin, cette capacité-là, on pourrait avoir des débats basés sur des faits plutôt que sur des impressions puis des slogans politiques. Fait que ça, c'est le premier problème, je pense, dans le débat sur l'immigration, c'est qu'on parle tous d'un concept, la capacité d'accueil, qu'on n'a jamais défini. Le deuxième problème, c'est qu'il y a, je le disais tantôt, il y a des immigrations. Il y a l'immigration permanente. Ça, c'est l'immigration économique, puis ça, c'est des gens qui sont sélectionnés. Fait qu'on se donne un chiffre qu'on pourrait fixer en fonction de la fameuse capacité d'accueil qu'on n'a jamais calculée, puis on dit, nous, par année, pour répondre à des besoins de nature économique, puis pour respecter toutes sortes de critères, tout ça, on prend tant de personnes, 50, 70, 80, 90 000, 100 000, on se donne un chiffre, puis ça, on le contrôle. Puis ensuite, tu as l'immigration temporaire. Dans l'immigration temporaire, c'est des gens qui sont, en théorie, pas censés
rester au Québec, c'est censé être des gens qui sont de passage. Dans les faits, ce à quoi on a assisté au Québec depuis le premier mandat de la CAQ, c'est à une réduction artificielle, esthétique du nombre d'immigrants permanents, parce que c'était ça la promesse électorale, et en parallèle... Pourquoi tu dis artificiel, esthétique? Parce qu'en parallèle, on a assisté à une explosion sans précédent de l'immigration temporaire. Ouais. Dans les programmes... Qui est en dehors des compétences de la CAQ. Non. Une bonne proportion de l'immigration temporaire au Québec, c'est les étudiants étrangers qui sont à 100% choisis par le Québec. C'est également des travailleurs étrangers temporaires qui sont à 100% choisis par le Québec. Et il y a aussi des travailleurs temporaires choisis par le fédéral. Et il y a aussi dans cette grande catégorie-là, et là, c'est complètement autre chose, les fameux demandeurs d'asile. Ça, c'est des gens dont on ne peut pas prévoir l'arrivée, on ne peut pas la planifier parce que c'est des gens qui fuient la guerre, la persécution et qui cognent à nos portes pour demander le statut de réfugié. Mais dans la portion qu'on contrôle de l'immigration temporaire, le gouvernement du Québec, François Legault lui-même, jusqu'en 2022, fait lui-même exploser le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Et ça nous donne une situation où, donc, publiquement, on peut dire en prendre moins, en prendre soin. J'ai respecté ma promesse, vous voyez, on a diminué l'immigration permanente. Mais pendant ce temps-là, il y a eu une explosion de l'immigration temporaire. Puis ça nous permet de faire quoi? De respecter la promesse électorale caquiste, tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre qui sont objectifs, qui sont réels et grandissants dans bien des secteurs de l'économie. On parlait des travailleurs agricoles, on parlait du secteur de la santé, mais c'est vrai en éducation, c'est vrai dans le commerce du détail, c'est vrai même chez Olimel, en Beauce, je veux dire, c'est vrai dans bien des secteurs économiques. Donc là, et c'est ça qui est arrivé dans les dernières années au Québec. Et donc, le fameux dérèglement de l'immigration temporaire, il faut le répéter et le répéter et le répéter, c'est le résultat de politiques à la fois du gouvernement du Québec, de François Legault, et de décisions du gouvernement fédéral. Les deux ont contribué à ce phénomène-là. Et donc, quand on parle d'immigration, il faut considérer tout ça. Et nous, on l'a dit, il y a trop d'immigration temporaire au Québec, et c'est pas juste un problème de quantité, c'est un problème aussi de dignité, parce que l'immigration temporaire, c'est un système qui est précaire, qui est fragile, où souvent les gens sont sur des permis de travail fermés. Ça a donné lieu, pas toujours, mais parfois, à de l'exploitation, à des situations d'abus où des gens sont tellement sur un statut migratoire fragile que ça les expose à de la discrimination, à du chantage, à des pressions de la part de leur employeur ou de d'autres acteurs dans la société. Bref, c'est un mauvais système, l'immigration temporaire. Puis ce qu'il faut, c'est revoir tout ça, mesurer notre capacité d'accueil, puis se dire combien on veut en accueillir. Ça, c'est pour ce qu'on contrôle. Mais après ça, les demandeurs d'asile, là maintenant, les boys, il faut se dire les vraies affaires. Là. Je veux dire, les changements climatiques arrivent. Là. Des gens qui font des demandes de statut de réfugié, là, ça va exploser. On va en avoir beaucoup. Là. Ça va être des centaines de millions de réfugiés climatiques partout à travers le monde. Alors, on peut se voiler le visage puis s'illusionner à l'effet qu'ici au Québec, on va pouvoir se construire une forteresse, puis je ne sais pas trop comment, on ne vivra pas ce que toute la planète va vivre, mais j'en doute. On va faire face, comme toutes les démocraties, sur tous les continents, à des vagues migratoires de plus en plus importantes. C'est pas ce que je souhaite, c'est ce que la science nous dit qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne réglera jamais ce problème-là en construisant des murs, en mettant des clôtures, puis en mettant de plus en plus de gens aux frontières. L'Europe, c'est ça. À part qu'on ramasse du monde qui se sont noyés dans la Méditerranée, là, ouais, ça donne rien. Ça ne marche pas. On pourrait bien se mettre tout en ligne, la frontière, puis pousser le monde. Là, je veux dire, on n'y arrivera pas. Si on veut être sérieux dans notre volonté d'affronter comme société cet énorme défi migratoire qui s'en vient, il faut se poser la question, pourquoi les gens quittent? Pourquoi les gens quittent? Comment on fait pour que les gens vivent dans la dignité dans leur pays d'origine et que la nécessité de se déraciner, de partir avec un pack-sac puis de traverser des milliers de kilomètres avec son petit gars ou sa petite fille, que cette nécessité-là n'existe plus. Ça veut dire la coopération internationale, ça veut dire de l'adaptation au changement climatique pour que les pays qui vont subir le plus les effets des changements climatiques soient capables de s'adapter puis de se préparer. C'est souvent des pays en voie de développement, puis que les populations ne cherchent pas refuge ailleurs. Mais si on est sérieux quand on parle d'immigration, on l'est assez peu, si vous voulez mon avis, dans le débat public, c'est ces questions-là qu'il faudrait poser. Comment on fait pour que les gens puissent vivre des vies de dignité, de sécurité dans leur pays d'origine? Sinon, c'est quoi la solution? On va les pousser dans le fleuve Saint-Laurent. Je veux dire, je n'accuse personne de proposer ça. Je fais juste une image pour dire,
Ça y arrivera pas. On y arrivera pas. Tu sais, Trump, là, son histoire de mur, tout le monde a bien vu. Là, ça donne rien. Ça marchera pas. Mais si tu dis de ton propre aveu que déjà, en ce moment, il y a trop d'immigrants temporaires, comment qu'on va... Parce que, oui, la coopération internationale, ça va peut-être régler une partie du problème, mais il va l'avoir quand même, cette immigration-là. Comment on se prépare à ça? D'abord, nous, on va déposer dans les prochains... on va déposer un plan pour dire, regardez, voici, nous, ce qu'on propose pour réparer le système d'immigration québécois, puis regardez où est-ce qu'on pense qu'on peut faire des réductions en matière d'immigration temporaire. Mais ce ne sera pas facile, parce que juste vous donner... quand on dit que c'est des travailleurs étrangers temporaires, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que c'est des travailleurs. Ouais. Fait que chaque personne qu'on enlève, c'est quelqu'un qui occupe un emploi. Puis, d'après moi, c'était pas aiguiser des crayons. Là. C'est des gens qui occupent des emplois qui nous sont utiles collectivement. Donc, c'est un travail qui est sérieux, qui peut pas être fait à la légère, de dire, OK, c'est où qu'on peut se permettre de réduire le nombre d'immigrants temporaires? Et aussi, est-ce que ce serait pas... nous, la vision générale qu'on a, c'est de dire qu'il faut réduire l'immigration temporaire pour favoriser une immigration permanente qui s'intègre mieux, qui est plus stable, qui est beaucoup plus facile par ailleurs à franciser. Puis ce changement de paradigme-là, d'un modèle d'immigration très capitaliste, où on fait rentrer des travailleurs sur une base très, très, très facile, mais essentiellement pour les faire travailler sans leur permettre une réelle intégration dans la société québécoise comme citoyen, comme citoyenne. Donc, passer d'un modèle très capitaliste d'immigration que par ailleurs François Legault puis Justin Trudeau partagent à 100%, vers un modèle plus humaniste, qui est encore très accueillant, mais où on donne aux gens une passerelle vers une pleine citoyenneté puis une pleine participation à la société québécoise. Ce travail-là, on est en train de le faire. On va faire des propositions très, très bientôt là-dessus, mais il est pas simple. Il suffit pas d'aller faire un point de presse puis dire ouais, on veut en expulser la moitié. Je veux dire, c'est ça. Ça, c'est n'importe quoi. Ça marche pas. C'est du vent, c'est de la com. On règle aucun enjeu quand on fait des déclarations comme ça. Sur le fond, qu'en ce moment... Mais en fait, deux questions. Tu sais, le clou... François Legault puis la CAQ martèlent le clou de l'immigration temporaire, qu'il y en a trop. Puis réclament ça à Justin Trudeau. Mais comment qu'on explique qu'en partie, c'est de leur ressort? Mais ça, je veux dire... J'ai diffusé sur mes médias sociaux un échange avec le premier ministre où en chambre, je lui lis ses propres plans d'immigration en 2018, 19, 20, 21, 22. Puis dans chacun des plans, c'est écrit « augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires ». Puis là, je lui lis ses propres plans un à la fois pour lui essayer d'y faire admettre qu'il est en partie responsable de la situation actuelle. Et lui ne parle que des demandeurs d'asile, fait complètement abstraction des travailleurs étrangers temporaires. Et c'est malheureusement quelque chose que François Legault a, je pense, réussi à installer dans le débat public, puis il a réussi à convaincre une majorité de gens au Québec que l'explosion de l'immigration temporaire, c'était... La faute fédérale. La faute fédérale. C'est une responsabilité partagée des deux niveaux de gouvernement, puis c'est dans les plans d'immigration du gouvernement du Québec, l'explosion de l'immigration temporaire à partir de l'élection de la CAQ. Et malheureusement, dans le débat, ça, je pense que c'est pas assez souligné, mais c'est un fait et c'est incontestable. Mais finalement, sur le fond, qu'il y en a trop, finalement, vous êtes d'accord? Ben, c'est-à-dire, oui, il y a trop d'immigration temporaire au Québec. C'est un mauvais système pour l'intégration, c'est un mauvais système pour les personnes immigrantes elles-mêmes, mais vous comprenez qu'une fois qu'on a dit ça, là, il y en a trop, là, OK, mais on dit ça, on dit rien. Là. On fait quoi? On fait quoi? Et qui est en trop? C'est ça l'affaire. C'est là que le travail devient extrêmement complexe. Aller parler aux universités dont il y a des programmes en région qui sont maintenus en vie beaucoup par la présence d'étudiants étrangers, qu'on va enlever ça. Vous allez avoir bien des régions qui vont dire un instant, là, vous allez éteindre un poumon économique pour nous que sont les cégeps, les universités. Allez dire aux agriculteurs, vous avez plus de travailleurs étrangers temporaires dans vos champs. Ça va donner... On avance-tu pour la souveraineté alimentaire du Québec si on fait ça? Allez-vous y aller, vous? Cueillir des fraises? Riez-vous, vous? Non, mais on jase. C'est pas bon là-bas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est du monde qui travaille pour vrai, là. Ouais. Les abattoirs chez Olimel, là, c'est qui? C'est pas seulement des travailleurs temporaires, mais il y en a beaucoup. Pas, par exemple. Donc oui, ça, je te poserai ma question. Mais donc, ça, c'est les questions que personne pose. Ouais. C'est beaucoup plus facile de faire de la communication puis de dire c'est épouvantable. Oui, OK, mais l'immigration, c'est des gens, c'est pas juste des chiffres. Puis il faut avoir des politiques publiques qui sont respectueuses des faits. Là. Ouais. Mais je te pose la question, au final, qui est en trop?
Ben nous, on est en train de le faire, ce travail-là. Mais la différence, c'est que nous, on n'a pas la prétention De savoir. de répondre ça en 15 secondes sur le coin d'une table. Parce que ce sont des enjeux qui sont complexes. Puis nous, on pense qu'il y a une bonne partie de l'immigration temporaire qui pourrait être redirigée vers des programmes d'immigration permanente. Ouais. Un autre des enjeux qu'on a au Québec, c'est le regroupement familial. Il y a des Québécois, des Québécoises, des gens qui sont résidents du Québec, qui en ce moment attendent 2 ans, 2 ans et demi, pour voir leurs enfants, leurs conjoints, leurs conjointes, pour que ces gens puissent venir les rejoindre au Québec. Si on diminue le nombre d'immigrants permanents au Québec, qu'est-ce qu'on fait? On vient allonger ces délais-là. Ils ne pourront jamais venir les rejoindre. Là. Ils ne pourront jamais venir les rejoindre. Fait que c'est des familles séparées pendant quoi? 10 ans? C'est-tu ça nos valeurs au Québec? On est-tu à l'aise avec ça? Les partis qui vous promettent des réductions de l'immigration, ils ne vous parlent jamais de ça. C'est ça la question qu'il faut leur poser. Parfait. Réduire. OK. Qui? Où? Comment? Puis c'est quoi les conséquences? Sur les familles, sur les gens, sur l'économie. C'est des questions qui sont complexes. Moi, une des personnes dont je suis le plus fier d'avoir recruté à Québec solidaire dans les dernières années, c'est Guillaume Clich-Rivard, qui est sans doute le député québécois qui connaît le plus les enjeux d'immigration, qui est en train de travailler sur un plan qui va être extrêmement convaincant, extrêmement détaillé. Et nous, ces questions-là, on va y répondre. Mais jusqu'à maintenant, ni la CAQ ni le Parti québécois, qui se relancent mutuellement, constamment pour voir qui va être le plus outrancier puis le plus ferme sur l'immigration, jamais eux ne répondent à ces questions-là. Jamais. On voulait... on avait écrit pour te recevoir cette année, après toute la saga autour du parti de gouvernement. Mm-hmm. Puis ce mot-là que j'avais... cette expression-là que j'avais essentiellement jamais vraiment entendue de ma vie, qui, là, pendant une semaine, était... Sur toutes les lèvres. Oui. Peux-tu me parler, mais premièrement, qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement? Puis deuxièmement, peux-tu nous expliquer le processus dans ton cheminement puis dans ton raisonnement par rapport à ça? Moi, toute cette réflexion-là, elle s'appuie sur un sentiment d'urgence. Tu sais, je vous parlais tantôt de ma patience. De la Maintenant, patience, parlons de l'urgence. De la patience de mon engagement, c'est-à-dire que j'ai appris à accepter le fait que c'est la transformation sociale, c'est quelque chose qui est lent. Ceci étant dit, il y a dans la société des injustices qui, elles, sont urgentes. Fait, comment on trouve l'équilibre entre cette patience-là dans l'engagement, mais la nécessité de régler des problèmes rapidement? Je vais vous donner un exemple. Jeudi dernier, donc hier, on fait une conférence de presse au parc Émilie-Gamelin sur l'itinérance. Mm-hmm. On appelle à un sommet montréalais pour régler la question de l'itinérance. Ça se termine en fin d'avant-midi. Je vais dîner, j'ai une petite rencontre. J'arrive à mon bureau de circonscription, il est 1h30, 2h. Je rentre dans mon bureau sur la rue Beaubien, dans mon comté. Un de mes attachés politiques, je le vois, il a la mine basse un peu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, journée difficile. Je suis comme, pourquoi? Il dit, il y a une dame qu'on aidait à chercher un logement au bureau de circonscription depuis longtemps, qui, appelons-la, mettons, Colette, c'est pas son vrai nom, mais on va lui donner un nom fictif, qui, les huissiers sont devant chez elle. Elle se fait évincer de son logement, elle a 75 ans. Puis elle vient d'appeler parce que là, elle faisait ses boîtes sous la pression des huissiers, puis là, elle s'est rendue compte que ça ne sert à rien de faire des boîtes parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle s'en va dans la rue ce soir. Ça, c'est un petit jeudi là, au bureau, là. Des histoires comme ça, à Montréal, il y en a tous les jours, toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation-là? Mm-hmm. Il y a un enfant sur 5 dans les écoles du Québec qui a faim. 1 sur 5. Pas 1 sur 25, 1 sur 5. Il y a les changements climatiques qui sont commencés. Il faut impérativement, très rapidement, prendre des mesures, d'abord, bien sûr, de mitigation pour les limiter le plus possible, ces changements-là, mais aussi des mesures d'adaptation pour juste se préparer aux faits qui sont déjà en train de se produire puis qui vont augmenter en intensité. Donc, il y a des urgences dans la société. C'est quoi la responsabilité de la gauche? C'est quoi la responsabilité des progressistes? Moi, je pense que face à cette urgence-là, la responsabilité, c'est de présenter une offre politique qui va rallier le plus de gens possible puis qui est en mesure de convaincre assez de gens pour prendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire jeter par-dessus bord nos principes, nos valeurs. Ça ne veut pas dire faire des compromissions sur tout, mais oui, ça veut dire faire certains compromis. Que vous ne faisiez pas avant? Que peut-être on a eu de la difficulté à faire dans le passé. Puis évidemment, moi, j'ai pas la prétention d'avoir la liste. Si voici, messieurs, la liste des 8 compromis qu'il faut faire.
Mhm. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Mais je veux qu'on en discute. Je veux lancer le débat dans mon parti pour dire là, est-ce qu'on veut former un gouvernement dans les 20 prochaines années, puis on accepte donc, on va un petit peu plus du côté de la patience en disant on va travailler sur le fond des choses, puis on va viser dans un horizon, peut-être on accepte que ce sera un peu plus lointain, mais ça va être on va faire le travail avec plus de patience, ou on accepte de faire peut-être quelques ajustements supplémentaires au niveau de notre fonctionnement, au niveau de notre programme, pour se rapprocher des Québécois, des Québécoises, où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis prendre le pouvoir dans un horizon plus restreint. Puis évidemment, moi, je dis pas ça par ambition personnelle. Hein. Moi, ça peut se faire avec moi, ça peut se faire sans moi. Ça peut être Ruba, en 2026, qui est au débat des chefs. Ça peut être moi, ça pourrait être une autre personne. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais je pense que devant une société québécoise où les inégalités augmentent, où la pauvreté augmente, où les changements climatiques sont franchement de plus en plus effrayants, on a la responsabilité de proposer quelque chose qui puisse ressembler à un gouvernement solidaire dans une échéance assez rapprochée. Puis évidemment, il y a plusieurs manières de faire ça. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi puis avec mes orientations dans le parti qui vont dire « Ben oui, on est d'accord avec ça, Gabriel, mais la question, c'est comment? Puis c'est quoi la bonne stratégie? » Puis ces débats-là, ils sont sains, ils sont fertiles, mais il faut les avoir. Ils sont nécessaires. Et ma conviction, c'est que dans les dernières années à Québec solidaire, on les a pas eu suffisamment. Je pense qu'il y a des débats qui ont été glissés sous le tapis, puis que là, il faut les avoir. Puis que la situation exige de nous qu'on ait ces débats-là puis qu'on s'en parle. Est-ce qu'on souhaite former un gouvernement au Québec? Si oui, qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Parce que on est à quoi? 15% d'intention de vote depuis un moment à Québec solidaire? 15, des fois ça monte à 17, depuis 2018 quand même, depuis longtemps. Globalement, on se tient dans cette zone-là. Donc, soit on est des incompris, puis tout le monde a tort, soit on a, nous, des choses à améliorer pour passer à la prochaine étape. Puis on parlait de respecter l'intelligence des électeurs. Moi, j'ai tendance à plutôt se dire, OK, qu'est-ce que nous, on peut faire de mieux pour passer à la prochaine étape, plutôt que de dire, c'est que les gens n'ont pas encore compris. Tu sais. Et donc, moi, je pense qu'on a la responsabilité de faire ce travail-là, puis d'en parler entre nous. Moi, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai accepté de faire ce geste-là, qui n'a pas été apprécié par tout le monde, d'un peu mettre, je pense, le doigt sur le bobo et de dire, il faut avoir ces débats. Et voici où je loge personnellement dans ces débats-là. Je fais partie des gens qui pensent que oui, il faut faire certains ajustements, il faut faire certains choix pour se rapprocher d'un gouvernement solidaire. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, puis c'est correct, puis c'est sain. Puis un parti démocratique qui débat, c'est un parti où on parle de ces affaires-là ouvertement. Mais tu sais, là, quand tu as parlé de ça, on était en avril-mai dernier. Là, on est en octobre. Est-ce que tu dis il faut que le parti change, il faut qu'on... vous en êtes où dans ce processus-là? On va avoir un congrès à la mi-novembre où Ruba sera élu, mais où on va revoir complètement les statuts du parti. Grosso modo, c'est notre constitution interne. Comment on prend des décisions? Nos statuts ont été écrits progressivement dans le temps, mais surtout à la fondation du parti en 2006, à une époque où on n'avait pas de députés, où on était assez peu présent dans l'espace public parce qu'on était tout petit. On est maintenant une force politique majeur au Québec. On a un caucus de 12 députés à l'Assemblée nationale. On aspire à en avoir plus, à former un gouvernement. Puis en ce moment, notre fonctionnement interne, il date d'une époque où notre quotidien n'était pas du tout celui qui est aujourd'hui. Puis ce fonctionnement interne-là, il serait plus ou moins adapté si on formait éventuellement l'opposition officielle, puis encore plus le gouvernement. Donc, il faut revoir nos affaires internes sans entrer dans les détails. C'est trop démocratique qu'AQS? Je dirais pas que c'est trop démocratique. Des fois, c'est peut-être trop long. Okay. Des fois, ça manque d'agilité. Des fois, c'est compliqué. Je pense qu'il faut simplifier l'engagement, le fonctionnement interne. C'est pas sûr que c'est la chose la plus passionnante au monde, le fonctionnement interne d'un parti politique, mais grosso modo, il faut moderniser ça, remettre ça au goût du jour pour être plus agile. Je veux dire, la politique va plus vite aujourd'hui qu'en 2006. En 2006, là, je veux dire, le rythme politique n'était pas le même du tout. Donc, il y a plein de choses à revoir pour être plus agile, plus rapide, plus simple, je pense aussi plus transparent, puis sur certaines affaires plus démocratiques. Je pense qu'il faut notamment permettre aux membres de Québec solidaire de plus facilement participer à la prise de certaines décisions. Fait que c'est pas une question de moins de démocratie. Je pense que c'est juste une question de comment mieux organiser cette démocratie-là. Il faut aussi clarifier les rôles de nos co-porte-parole. Je pense que dans tout le débat autour du départ d'Émilie, il y avait beaucoup de ça, de l'incompréhension à l'interne, à l'externe, sur le fonctionnement de
de cette affaire un peu originale en politique québécoise qui est notre système de 2 co-porte-parole. Je pense qu'il faut clarifier certaines choses. Donc, il y a du travail à faire. On va le faire au Congrès. Puis, en parallèle de ça, on est en train de faire une refonte pratiquement complète là, du programme de Québec solidaire. Ça aussi, c'est important. C'est ce que je souhaitais qu'on fasse. Puis, on est en train de le faire. Mais c'est sûr qu'on parlait de patience. On n'écrit pas un nouveau programme en 2 semaines. On est en train de faire ça en consultant les membres, en consultant nos militants. Puis, tu sais, tu parlais justement d'urgence d'agir pour agir justement dans les circonscriptions. À l'époque aussi, il y avait aussi l'urgence de réagir aux controverses, au départ d'Émilie, au livre de Catherine Dorion. Puis, mettons, j'aimerais juste savoir, mettons, toi, personnellement, comment tu as vécu ça en prenant ces événements-là séparément. Là, exemple, la sortie du livre de Catherine Dorion, où est-ce qu'elle te dépeint quand même de manière peu reluisante. Là. Pour un humain, ça doit être quand même difficile de lire ça puis de voir ça. Ça m'a... la dernière année, pour moi, a été extrêmement difficile. Ça m'a rentré dedans. Moi, j'ai commencé mon engagement public politique en 2012. On parlait tantôt, j'avais 21 ans. Fait que moi, tu sais, à 21 ans, là, j'ai été caricaturé sous les traits de Ben Laden, OK? Ouais. Fait que j'ai une petite couenne, mettons. Okay? Ouais. Puis je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'il y a assez peu de gens, mettons, en politique québécoise qui ont eu une trajectoire qui les a autant préparés à être critiqués. Tu sais, je veux dire, j'avais 21 ans. D'une collègue, exact. Finalement, de quelqu'un de proche, exact, c'est ça. Donc, avec qui tu partages plein de vidéos. C'est là que je m'en vais. C'est que, dans le fond, moi, ça, la critique, même extrêmement féroce, tu sais, j'en ai eu beaucoup. Mais c'est pas pareil quand ça vient d'aussi proche. Ouais. C'est pas pareil, ça fait beaucoup plus mal. Et surtout, tu sais, Catherine a fait le choix de quitter, un choix que je respecte, et elle a, en quittant, regagné sa complète liberté de parole. Ouais. Moi, j'ai des responsabilités encore. Celle d'être co-porte-parole de Québec solidaire, d'être chef parlementaire du parti. Fait que t'as pas la liberté absolue de parole. Ben moi, si je pouvais, tu sais, je veux dire, j'aurais pu prendre le livre de Catherine, puis prendre répondre. chacune des pages où il y a mon nom, puis à chaque fois dire, voici ma version. Parce qu'évidemment, dans toute histoire, il y a 2 versions. Tout à fait. Voici ma version. Voici comment moi j'ai vécu ça. Voici, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'aurais pu répliquer à chacune des allégations, mais est-ce que j'aurais été à la hauteur des responsabilités qui sont les miennes en faisant ça? Je pense pas. Fait que ce qui a été difficile, d'une part, c'est la charge virulente qui vient d'aussi proche. Puis ça a été aussi difficile, puis ça m'a pris un moment d'accepter que j'y répondrai pas. Mm-hmm. En tout cas, ça, c'est chose dure à dans faire. tes mémoires, un jour. arrivera peut-être le jour exact où je le ferai, mais d'accepter d'encaisser la charge. Manger une claque d'en face sans pouvoir donner une. Là. Ouais. Je suis pas sûr que j'aurais eu envie de donner une claque, mais j'aurais eu envie de dire, il y a des choses que j'aurais eu envie de dire. Puis tu sais, tu dis, le portrait qui est fait de moi là-dedans, tu sais, c'est la perception. Les mots forts, là, de comme Catherine. manipulateur, etc. C'est dans l'espace public, c'est très difficile. C'est très difficile. Tu sais, moi, je pense que je suis pas la personne qui est décrite dans ce livre-là. Si je le pensais, j'aurais sans doute quitté mes fonctions. Tu sais. Mais est-ce Puis que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont d'accord avec... Puis pas juste des proches collaborateurs. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens dans mon parti qui ne sont pas d'accord avec ce portrait-là qui est fait de moi. Mais dirais-tu mais que d'accepter de laisser passer, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, j'ai quand même dit certaines choses. Je pense qu'il y a certaines... Tu sais, j'ai quand même dit certaines choses, tu sais, sur les différences d'approche, par exemple, entre Catherine et moi, sur nos différentes visions de l'engagement politique. Mais il y a bien des accusations auxquelles j'ai pas répondu. Puis ça va rester comme ça pour un bout encore. Mais est-ce que, face à ces critiques-là, tu dis, OK, il y a quand même une part de légitimité sur laquelle il faut que je travaille, ou bien tu dis, je rejette ça? Non, il y a personne qui est parfait. Puis moi, il y a des... Dans les critiques de Catherine, il y a des choses que je reconnais, notamment beaucoup au début là, de notre premier mandat. Il faut savoir, en 2018, Québec solidaire passe de 3 députés à 10 députés d'un coup. Pour la première fois de notre vie, on a une aile parlementaire. Pour une fois de notre vie de parti, là. On a un caucus, on a des budgets, il faut embaucher des gens, il faut il faut exister dans l'institution puis apprendre son fonctionnement. Et moi, j'hérite
du jour au lendemain des fonctions de leader parlementaire. Donc, je suis un peu le numéro 2 de notre aile parlementaire après Manon, qui est chef parlementaire à l'époque. Et mon travail, c'est essentiellement d'organiser à partir de rien, avec Manon, mais c'est beaucoup sur mes épaules que ça tombe, la première aile parlementaire de l'histoire de Québec solidaire. Okay, comment qu'on fonctionne, qui prend les décisions, comment qu'on s'organise au quotidien pour prendre des décisions. Puis bon, on veut être le plus possible fidèle à nos valeurs de démocratie, d'horizontalité, d'impliquer les gens dans les décisions, mais en même temps, le Parlement a son rythme, a ses contraintes. Il faut essayer de concilier tout ça. Et dans ces premières années-là, j'étais très, très, très préoccupé par notre capacité à faire la démonstration au vieux parti qu'on était capable de prendre notre place. Puis que c'était possible d'avoir un parti de gauche indépendantiste qui fait son travail, qui représente ses gens, puis qui se tient droit, puis qui n'est pas gêné, puis qui n'est pas maladroit, puis qui n'est pas un chien dans un jeu de quilles, mais que parce que je veux dire, si on veut former le gouvernement, là, ça veut dire un conseil des ministres, ça veut dire gérer l'État québécois. On s'entend-tu qu'une des étapes préalables, c'est de montrer qu'on est capable d'être un parti d'opposition fonctionnel au Parlement? Sérieux, là, C'est comme dans les marches les marches de l'escalier, là, ça, c'est la première. Et moi, dans les premières années, j'étais très, très, très préoccupé par ça. Et je pense que j'ai été tellement préoccupé par ça que j'étais peut-être un peu plus catholique que le pape sur certaines affaires. Tu sais, j'ai pris aujourd'hui beaucoup plus de liberté parce que je connais beaucoup mieux l'institution. J'ai, je pense, une plus grande distance. Je suis un peu moins stock-up, disons ça comme ça, sur le respect de certaines procédures et de certaines traditions parlementaires parce que j'ai pris de l'expérience. Mais est-ce que dans les premières années, j'étais un peu plus rigide puis un peu plus by the book? Oui. Je vous ai un peu expliqué le pourquoi j'étais dans cet état d'esprit-là. Pas pour m'excuser, mais parce que, bon, quand je me plonge dans ces années-là, je me rappelle que c'était beaucoup ça qui m'habitait, cette préoccupation de faire la démonstration aux autres partis qui regardent, on est capable d'être là, puis non, on n'est pas des ticounes, puis on va faire notre travail, puis vous n'allez pas nous regarder de haut. On va s'affirmer comme force politique à l'Assemblée nationale du Québec. Puis je pense que j'ai été trop rigide sur ben des affaires à l'époque. Puis ça a été la source de tension entre Catherine et moi. Puis ça, c'est un bout de la critique que je te reconnais. Tout à fait. Puis ça m'amène à la deuxième, appelons ça, controverse, si on veut, qui est le départ d'Émilie. Puis là, on parle de quelque chose qui était l'an dernier, là, qui n'était pas en 2018. Puis qui... Tu sais, on se dit, OK, Catherine sort avec ces accusations, entre guillemets, là. Ouais. Tu sais, bon, Catherine, personne intense, on la connaît. Je veux dire, on peut se dire, bon, ben, c'est deux personnalités qui ne fonctionnaient pas. Là, Émilie arrive, puis vient un petit peu, pas corroborer, mais ajouter un petit peu ajouter de l'huile sur ce feu-là ou ajouter son grain de sel, puis dire, crime, là, on dirait que ça commence à dresser un genre de portrait, tu sais, parce que là, ça fait comme deux personnes qui disent. Puis là, à cette deuxième... Comment tu réagis finalement à cette deuxième vague-là de controverse? La grande différence entre les deux situations, c'est que dans le cas de Catherine, j'ai pas rien appris dans son livre. C'était des différents. C'était des différents qu'on avait et que je connaissais. Puis honnêtement, ça prenait pas les talents d'observation de Sherlock Holmes pour voir que Catherine et moi, on est deux personnes qui sont différentes, puis on a des approches différentes de l'engagement politique. C'était assez évident. C'était un secret de polichinelle. Puis c'est bon. Fait que ça, j'ai pas eu de... J'ai été profondément blessé par le livre, mais est-ce que j'ai été surpris en lisant son contenu sur le fond? Non. Ouais. Je pense que ça a manqué de beaucoup d'élégance sur bien des affaires, mais est-ce que sur le fond, je suis comme, oh mon Dieu, je savais pas? Non. Dans le cas d'Émilie, c'est beaucoup ça qui m'a affecté, c'est le sentiment de surprise. On a eu à peine 3 mois. À peine 3 mois. Ça n'a pas été long. Puis ça, il y a les vacances de Noël là-dedans. Pour apprendre à travailler ensemble. Donc moi, je m'étais dit, grosso modo, on se donne 6 mois de transition là, pour apprendre à fonctionner en tant qu'équipe. T'sais, Manon et moi, ça nous a pris presque 1 an. Quand on est devenus co-porte-parole ensemble en 2017, on partait de loin, on se connaissait. Faut que ça fonctionne bien. Oui, exact. Ça a pris 1 an, Manon et moi. Je veux dire, être co-porte-parole avec quelqu'un, là, c'est pas simple. Ouais. C'est un défi parce que ça prend une grande complicité, une grande confiance, presque une intimité sur le plan politique pour se comprendre, des fois sans se parler, des fois en se parlant, comment on gère nos différends, parce qu'on partage le leadership politique. Il ne peut pas avoir une personne qui dit A et une personne qui dit B. Il faut qu'on amène le parti ensemble dans une certaine direction. Il faut faire face commune tout le temps. Exact. Même si on a des personnalités différentes, puis Manon et moi,
on a des personnalités différentes, c'est le cas de le dire, mais on a des sensibilités différentes, des parcours différents. Il faut trouver une manière d'incarner ça ensemble. Amir et Françoise, c'était 2 personnes profondément différentes. Ça n'a pas été une relation qui était toujours facile entre les deux. Ils ont appris à travailler ensemble, mais ça prend du temps. Manon et moi, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Ça nous a pris 1 an, puis je considère qu'on a été un tandem extrêmement efficace. On a ensemble contribué à la plus grande croissance de l'histoire de Québec solidaire. Puis aujourd'hui, les gens voient ce duo-là, puis ils se disent, mon Dieu, c'était tellement beau, il y avait quelque chose d'organique qui se complémentait. Mais ça, là, il a fallu le créer de toutes pièces, et ça a pris au moins 1 an. Moi, j'aurais voulu avoir ce temps-là avec Émilie. J'aurais voulu avoir le temps de créer cette dynamique-là, puis ça en prend du temps, puis c'est mon principal regret, que ce soit fini aussi rapidement. Je ne l'avais absolument pas vu venir. Et moi, je pense qu'on aurait bénéficié d'avoir plus de temps pour créer notre dynamique, notre duo, puis apprendre à travailler ensemble. Ça n'a pas été possible, malheureusement. Puis là, après un été à réfléchir à ça, à prendre un peu de recul, à prendre un peu de vacances, qu'est-ce que tu arrives... cette année, un nouveau Gabriel ou ton style, c'est ton style? Puis, Ben, d'abord, mon style il a changé au fil des années. On en parlait, on en parle en fait depuis le début de notre conversation, à quel point c'est normal d'évoluer. Puis moi, je continue. Puis tu sais, on n'encaisse pas 2 charges comme ça sans que ça nous ébranle, sans qu'on se pose des questions, puis sans qu'on se pose des questions sérieuses. Là. Moi, je me suis posé à peu près toutes les questions que je pouvais me poser dans la dernière année. Il faudrait être fait de glace pour pas se questionner. Le fait qu'Émilie soit tombée en épuisement professionnel sans que je m'en rende compte, ça m'a beaucoup ébranlé. Je me dis que c'est quand même quelqu'un que je voyais et avec qui je parlais souvent. Comment ça, je ne l'ai pas vu venir? Comment ça, je ne m'en suis pas rendu compte? Qu'est-ce que ça dit aussi sur l'attention puis la sensibilité que j'ai envers les gens qui m'entourent? Ça m'a beaucoup challengé. Puis j'ai réfléchi à ça. C'est l'importance d'être plus attentif à comment les gens vont. Parce que des fois, je veux aller très vite, je me donne à 100%, je travaille énormément, ça va vite, ça va fort. Puis Manon, c'est quelque chose qu'elle me disait beaucoup. Là. Prends le temps qu'on se parle, prends le temps que j'ai besoin que tu m'expliques. Puis Manon, on s'est beaucoup mutuellement influencé, Manon, puis on s'est beaucoup mutuellement appris. Ouais, exact. Puis ça, c'est un truc qu'elle m'a beaucoup appris, Manon, l'importance, que de la sensibilité en politique, c'est pas juste une question, c'est pas juste dans la tête, la politique, c'est dans le cœur, c'est dans les tripes. Puis ça, moi, j'ai plus un profil peut-être intello, gars d'action, j'ai moins un profil... émotionnel. Ouais, exact. Manon, c'est de l'intelligence émotionnelle sur 2 pattes. Moi, c'était moins ça. Puis ensemble, on se complémentait à ce niveau-là. Fait que là, mais apprendre à avoir cette présence-là pour l'autre puis être attentif à ce que la personne vit, ça, c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler. Notamment à cause de ce qui s'est passé dans la dernière année. Avant de te laisser partir, on a une dernière question. J'ai une dernière question, en fait. Parce qu'on le reçoit tantôt. T'as-tu un message pour Yves-François Blanchette? Qu'est-ce que tu lui dirais au chef du Bloc québécois? Qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Je vais donner un exemple. En ce moment, il y a, grosso modo, 200 millions de dollars à Ottawa annoncés par Justin Trudeau pour l'alimentation scolaire dans l'ensemble du Canada. Or, l'éducation est une compétence québécoise, donc nous, on a tendu la main au Bloc québécois pour dire travaillons ensemble. Le Bloc québécois, en ce moment, est dans une position intéressante. Ils sont en position de faire des gains pendant les derniers moments du gouvernement Trudeau. Un de ces gains-là serait d'obtenir une entente pour le Québec pour qu'on rapatrie ce 200 millions qui appartient au Québec pour nourrir nos enfants. Puis évidemment, il faut que ça se fasse sans condition. Il n'est pas question qu'Ottawa décide comment on dépense cet argent-là, mais de le rapatrier au Québec pour que nous, ici, on puisse débattre de comment on veut l'investir en alimentation scolaire. Ça, c'est le genre d'enjeu sur lequel on peut collaborer, nous, à Québec solidaire, avec le Bloc québécois, puis avec lequel on veut collaborer. Fait que mon message, ce serait ça. Ce serait une main tendue en disant il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il y a des enjeux sur lesquels on peut travailler, puis nous, on a envie de le faire. On va y passer un message. As-tu quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on termine? Non, merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir. C'était bien agréable. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir pour le... Fait que là, on est dû... Parce que là, j'ai fait le 2e, le 96e. Ouais, puis là, 270e. Ça a été trop long. Là. Ça a été trop long entre les deux. Là. Ça fait que là, il faut se rendre à... On va se rendre aux prochaines élections provinciales. OK, parfait. Ouais, dans ce coin-là, ça serait un bon timing, je pense. Merci beaucoup. Merci, messieurs.